Ce sujet sur lequel je suis un peu perdu, Agnès Benassi-Kéré, les stablecoins. Ce sont des monnaies numériques aux États-Unis qui ont la particularité d'être émises par des émetteurs privés. Et pour certaines d'entre elles, elles sont totalement pégées, corrélées au dollar. Donc finalement, on détient une monnaie numérique stable qui vaut $1. Et vous êtes penché sur ce que ça signifie, les enjeux qui sont derrière. Alors d'abord, ce ne sont pas des monnaies numériques, ce sont des actifs numériques. Des actifs numériques, oui. Voilà, qui sont échangeables, contrairement par exemple au fonds monétaire. Vous avez détenu une part d'un fonds monétaire, vous ne pouvez pas l'utiliser pour acheter autre chose. Vous êtes obligé de le transformer en un moyen de paiement et ensuite d'acheter autre chose. Donc ce sont des actifs qui sont en fait adossés à des actifs liquides. Par exemple des bons du Trésor des États-Unis. Oui. Donc sensibles au taux. Et alors de court terme, hein, oui, voilà, c'est ça. Et donc les émetteurs font un profit puisqu'ils mettent à disposition un moyen de paiement qui n'est pas rémunéré. Et ils ont adossé ça à des actifs qui, eux, sont rémunérés. Alors, évidemment, ça dépend du niveau des taux d'intérêt. Alors, ça pose deux questions. Pour nous, Européens, ça pose deux questions. Une question de souveraineté internationale et une question de souveraineté interne, puisqu'on peut aussi avoir des stablecoins euros. Donc, je commence par l'international. Pourquoi je commence par l'international? Parce que la régulation aux États-Unis, qui est en cours de discussion, le Genius Act, sera probablement plus permissif que le règlement MiCA en Europe, ce qui fait que les stablecoins dollars, aujourd'hui c'est 99% du marché et ça risque de rester comme ça. Et donc, les États-Unis, le gouvernement américain a bien compris que c'est un moyen aussi de soutenir la demande pour la dette américaine qui est en contrepartie. Donc, en fait, quand vous avez un stablecoin, mettons Circle dollar, eh bien, vous avez en fait une part de la dette américaine. Absolument, voilà, absolument. Qui a été transformée en moyen de paiement. Et les États-Unis vont encourager ça et que ça se répande dans le monde, et donc on aura, tout le monde va détenir un peu de dette américaine, et c'est quand même bien pour le financement du déficit États-Unis, dont on sait qu'il est hors de contrôle. Alors, donc ça pose un problème. Pourquoi? Parce que pour les pays émergents, ça pose un problème de substitution monétaire, c'est-à-dire si les gens commencent, vous avez par exemple les migrants, il en reste encore aux États-Unis, qui envoient de l'argent à leur famille, ils vont être incités à l'envoyer en stablecoin, ce sera moins cher, plus pratique, encouragé fiscalement, etc. Et donc, une fois que les stablecoins sont partis dans un autre pays, ils vont circuler et il y a un risque de substitution monétaire pour ces pays, donc qui voient arriver une monnaie. Et il y a déjà traditionnellement des problèmes de substitution monétaire dans des pays en développement, dont la banque centrale n'est pas très crédible, il y a de l'inflation, etc. Donc ça renforce. Mais même pour la zone euro, ça pourrait arriver que ces stablecoins circulent dans la zone euro. Donc ça pose un problème de souveraineté monétaire externe. Mais on a aussi un problème de souveraineté monétaire interne, qui est que, donc, imaginez des stablecoins euros, donc adossés à des actifs en euros. Donc, il y a un règlement MiCA qui dit qu'il faut qu'il y ait une proportion d'adossement, non pas à de la dette, mais à des dépôts dans une banque commerciale, si l'émetteur est non bancaire. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on est en train de... ça pose un problème sur les dépôts bancaires qui risquent de migrer vers des émetteurs de stablecoins non bancaires et dont l'objectif n'est pas du tout de stabiliser l'économie et de faire du crédit. Ils ne peuvent pas faire du crédit puisque c'est tout adossé. Donc c'est ce qu'on appelle du narrow banking. Ils ne peuvent pas faire du crédit, donc ça échappe aux banques et donc ça échappe aussi à la politique monétaire. Et donc on a un risque d'érosion des instruments de transmission de la politique monétaire que sont les banques commerciales. Alors ça ne veut pas dire que c'est à rejeter complètement. On peut imaginer notamment que les banques puissent émettre des stablecoins adossés à leur bilan. Et donc là, on revient sur un système qu'on connaît, avec un système bancaire à 2 étages qui permet de transmettre les impulsions de la politique monétaire grâce aux banques commerciales qui créent la monnaie commerciale, alors que les stablecoins ne font que transformer des titres en moyens de paiement. Chapeau pour l'explication. C'est clair ou pas? Ah oui. Est-ce que vous avez compris, sans que je vous demande de réciter Non, mais il faut commencer à s'intéresser à la complexité de ces sujets. En tout cas, je sens les préoccupations souveraines avec le risque de fuite à droite, à gauche, d'une monnaie qu'on ne contrôle plus, qu'on ne maîtrise plus, et qui échappe complètement au système souverain monétaire banque centrale. Et donc les banques centrales, l'eurosystème a une stratégie par rapport à ça.
c'est-à-dire une stratégie à la fois au niveau des paiements de gros, la monnaie numérique banque centrale de gros, pour que les marchés interbancaires... Parce qu'en fait, il y a une innovation financière qui est extrêmement intéressante, avec la tokenisation des actifs financiers. Donc, vous pouvez acheter aujourd'hui une obligation slovène, du gouvernement slovène, je pense ce cas-là parce qu'on a fait une expérimentation, et donc un bon du trésor slovène qui est tokenisé, c'est-à-dire qu'il est échangé sur une blockchain. Il devient un actif numérique. Voilà, un actif, mais simplement, les intermédiaires financiers qui font ce genre d'opération ne peuvent pas payer comme aujourd'hui, enfin, comme dans le système classique avec les paiements target. Et donc, ils vont créer un moyen de paiement qui est un stablecoin alternatif. Et donc, on veut éviter ça pour garder l'ancrage sur la monnaie. Ça, c'est un point qui est très important. Pourquoi est-ce que on a confiance dans le fait que la monnaie commerciale, qui sont nos dépôts bancaires, sont convertibles au 1 pour 1 en monnaie banque centrale, qui sont les réserves des banques à la banque centrale et les billets et pièces. Parce que, à tout moment, vous pouvez aller tirer de l'argent à un distributeur au taux de 1 pour 1. Et 2, la banque, si elle n'a pas assez de liquidité, peut en récupérer à la banque centrale au taux de 1 pour 1 contre des collatérales de bonne qualité. Et donc ça, c'est vraiment le pilier de la stabilité monétaire et de l'unicité de la monnaie. On ne veut pas revenir comme au 19e siècle aux États-Unis, où il y avait plusieurs dollars qui circulaient avec des taux de change entre eux qui n'étaient pas 1. Bon, c'est pas mal. Alors, je vous promets que ce n'est que le début de l'expertise de cet univers de dingue, qui sont soit ces cryptos, soit ces actifs numériques. Merci pour l'incroyable exercice de pédagogie. Je vais être franc, Agnès, je serais incapable de répéter au mot près ce que vous avez dit. Hein. Mais je vois l'idée générale. Faut me réinviter. Mais j'y compte bien. Bon, qu'est-ce qu'on dit pour la fin si je pars, non, il reste 1 minute 40, je ne peux pas vous lancer en 1 minute 40 sur la polémique autour des énergies renouvelables. Bon, juste un mot, est-ce qu'il vaut mieux, d'après vous, est-ce qu'il vaut mieux avoir un euro fort comme aujourd'hui ou est-ce qu'il commence à être trop fort l'euro? Agnès, vous avez sûrement un avis ou sur la valeur de l'euro là, par rapport au dollar? On est à 1,17 encore. Hein. Alors, un euro fort, ça nous a intéressés pour faire la désinflation. Maintenant qu'on arrive à une inflation très faible, c'est moins intéressant. Au contraire, ça fait pression à la baisse. Et par rapport aux finances publiques dont on parlait tout à l'heure, c'est pas forcément intéressant. En tout cas, on est à 2% au niveau de la zone euro. Donc, l'objectif a été atteint. Donc, maintenant, le challenge, c'est rester autour de 2% sur le moyen terme, qui est l'objectif de la Banque centrale européenne. Donc, par rapport à ça, la BCE n'a pas d'objectif de taux de change. Non. Simplement prendre en compte. Alors, il ne faut pas surestimer l'impact du dollar sur l'inflation et l'activité d'ailleurs en zone euro. Pourquoi? Parce qu'on voit que l'euro-dollar, donc l'euro s'est beaucoup apprécié par rapport au dollar, mais en termes effectifs, pas tant que ça, puisque en fait, c'est plutôt le dollar qui a été faible. C'est plutôt le dollar qui a baissé. Et voilà. Et donc, comme on a des échanges qui sont diversifiés, on a eu depuis le début de l'année, je crois, une appréciation de l'euro qui est de un peu plus de 13%. Par rapport au dollar, mais de l'ordre de 5% en termes effectifs. C'est ça, par rapport à l'ensemble des monnaies, oui. Et donc l'impact sur l'inflation est quand même assez modeste. Bon, on va en rester là, après cette explication incroyable et brillante sur les enjeux des stablecoins et des actifs numériques. Je crois que Nathalie Janson vient bientôt, elle est assez fan aussi, on essaiera de continuer à comprendre tout ça. En tout cas, c'est bien de rentrer dans la complexité du sujet, ça permet de tuer certaines des petites rumeurs qu'on voit circuler sur l'ensemble des différents réseaux sociaux où on nous explique que c'est la fin de la liberté, la fin du cash, enfin tous ces trucs-là, voilà. Non, je voudrais rappeler que ce n'est pas du tout la fin du cash, au contraire. Et donc, si on parle d'euro numérique, euro numérique, qui va être le billet numérique, il va venir en même temps qu'une nouvelle série de billets. Donc, il y a une réaffirmation de la place du cash dans l'économie. Rassurez-vous. Merci à vous.